une fois. Et je passe la parole au professeur Eric Oliva pour la présentation du projet de recherche qui a occasionné ce colloque. Merci. Merci beaucoup. Et donc, je vais commencer, bien entendu, par remercier un peu tout le monde, c'est-à-dire bon, Monsieur le Président de l'Université, bien sûr, pour son accueil remarquable, Madame la vice-doyenne et donc Monsieur le doyen par son intermédiaire pour l'accueil aussi dans cette magnifique faculté que je retrouve toujours avec plaisir, disons, par sa beauté. Et vraiment, c'est un cadre de travail, propice au travail et à la réflexion. On se sent bien chez vous. Voilà. Et merci pour cet accueil. Je voulais remercier aussi, bien sûr, on les oublie souvent, toute l'équipe en fait du Centre de recherche de droit constitutionnel et d'institutions politiques pour tout le travail accompli, parce que derrière ces colloques, ces manifestations, il y a toute une équipe qui travaille depuis longtemps d'arrache-pied. Donc je vous les remercie de tout cœur. Et sans vous, on ne pourrait pas faire cette belle journée, ces belles journées de scientifiques. Voilà, et je remercie aussi, parce que ça se fait, tous les partenaires que nous avons, financiers aussi, qui permettent, notamment l'ANR, le CNRS, les agences européennes de recherche et les institutions, qui permettent justement de financer nos programmes, et qui montrent d'ailleurs l'intérêt d'une recherche qui porterait sur les finances publiques, sur le droit constitutionnel. Et aujourd'hui, ça dépasse le cadre simplement théorique des facultés de droit et ça intéresse tout le monde, parce que les enjeux sont énormes et je vais y revenir. Voilà. Et je crois que la présence même des organismes réservés en général aux sciences dures, si j'ose dire, et qui s'ouvrent sur le droit, montre l'intérêt majeur qu'il y a pour les jours à venir sur les finances et le droit constitutionnel. Voilà. Donc je vais, après les remerciements, présenter un peu le programme. Bon, c'est d'être assez rapide, je crois que sinon nous allons faire la course toute la journée. Donc, pour commencer, j'ai retrouvé une phrase de Mirabeau devant l'Assemblée constituante dans un discours du 1er septembre 1789. Les finances seules, disait-il, appellent peut-être pour un demi-siècle de nos travaux. Donc, je crois qu'il avait peut-être un petit peu réfléchi avec excès, si j'ose dire, puisque on est encore là à parler des finances publiques, alors que les 50 ans sont bien plus longtemps passés. Justement, le projet qui nous unit, la faculté, ici, les deux facultés de droit, d'ailleurs, la faculté de droit de Bucarest, la faculté de droit d'Aix, les deux centres de recherche, le centre de droit constitutionnel de Bucarest et le centre de droit constitutionnel d'Aix-en-Provence, le GERC-ILF. Donc ce projet, c'est justement poursuivre en quelque sorte cette réflexion de Mirabeau sur comment mettre les règles financières dans la Constitution. Voilà ce qui nous a animés. L'idée, voilà, la paternité, disons la maternité de l'idée, c'est le professeur donc Simina Tănăsescu, une amie de longue date, qui à la sortie, à l'issue d'une table ronde que nous avions faite à Aix en 2012, si mes souvenirs sont bons, avait justement proposé que nous continuions en fait cette réflexion sur le droit constitutionnel, les finances publiques et puis surtout l'équilibre en fait budgétaire et le droit constitutionnel. Donc, bien sûr, nous sommes partis, nous avons obtenu, grâce à beaucoup de travail, et je voudrais remercier particulièrement aussi Damien Bouvier pour son aide précieuse à ce moment-là, nous avons réussi à obtenir le marché, si j'ose dire, le programme, et c'est pour ça que nous nous retrouvons ici aujourd'hui. Mais l'idée, c'est, chère Simina, la tienne, et c'est une excellente idée, puisque nous nous retrouvons tous réunis autour de ce projet. Alors, le projet... je vais le présenter de manière très simple et rapide, c'est-à-dire en fait, en insistant sur la méthode, si vous voulez, la méthode qu'on a retenue en fait, soit de manière, si j'ose dire, verbale, express, soit de manière très très officieuse, mais en fait c'est un petit peu comme ça qu'on travaille. La méthode, ensuite je présenterai, si vous voulez, assez rapidement les objectifs que nous nous sommes fixés. Et puis enfin les enjeux, parce que si les centres de recherche, les agences de recherche s'intéressent à notre projet, c'est parce qu'il y a des enjeux, bien entendu, et c'est un peu ça que je vais montrer. Alors la méthode, je la résumerai en 3 points, qui est une approche d'abord pluridisciplinaire, ensuite bien sûr une approche de droit comparé, et c'est aussi l'intérêt de ce recherche, et une démarche ensuite qui est vraiment empirique. Bon, alors rapidement, pour développer, une approche pluridisciplinaire. La première chose, c'est d'avoir, premier intérêt de ce programme, et je pense de réunir
deux disciplines qui sont le droit constitutionnel et les finances publiques. Donc, disciplines qui sont souvent éloignées. Bon, j'ai la chance d'avoir la double casquette, d'être un peu constitutionnaliste, un peu financier, et donc de connaître justement les ignorances, les incompréhensions des deux mondes. Du côté constitutionnel, les finances publiques, c'est une affaire de techniciens. Du côté financier, bon, le droit constitutionnel, c'est une affaire de politistes. Bon, c'est une affaire qui n'est pas forcément très technique, très juridique. Bon, voilà. Donc, les deux mondes, pratiquement, se rencontrent très peu. Et là, nous avons l'occasion, justement, de synthétiser et de réparer les lacunes, d'ailleurs, des uns et des autres. C'est-à-dire les lacunes des finances publiques qui n'ont pratiquement pas de réflexion constitutionnelle et les lacunes du droit constitutionnel qui n'ont pratiquement pas de connaissances financières. Voilà. Donc, c'est un moyen de réparer peut-être des siècles d'incompréhension. Les deux matières sont voisines aussi parce qu'elles ont connu un peu, je trouve, la même histoire, le même destin. C'est ça qui est amusant. Le droit constitutionnel, moi qui suis élève du doyen Louis Favoreux, auquel je rends hommage ici, ça a été longtemps victime, on va dire, de ce qu'il appelait le politico-centrisme, c'est-à-dire une science qui est politique qui a pris toute la place dans le droit constitutionnel, et on sait quel est le mérite du doyen Favoreux d'avoir redonné ces titres de noblesse. Le droit constitutionnel, c'est du droit. Et les finances publiques, c'est un peu pareil. Elles ont été victimes non pas de politico-centrisme, mais j'appellerais par mimétisme d'économico-centrisme, en ce sens que les finances publiques sont sorties du droit progressivement pour devenir une science économique. À tel point que dans le monde, il y a très peu de cours de finances publiques qui sont donnés en droit. C'est de la science financière, c'est de l'économie publique financière, mais le droit des finances publiques est très peu étudié. Voilà, donc c'est devenu... Alors en France, on résiste encore, on a nos petits cours de finances publiques qu'on essaie de maintenir, mais c'est très difficile. Même dans notre discipline interne, on a des attaques, on va dire, pour des économistes ou des gestionnaires sur le plan des finances publiques. Donc finalement, un destin commun et deux matières qui sont assez proches. Alors le projet, évidemment, n'exclut pas les autres disciplines. C'est simplement l'excès qui est exclu. C'est-à-dire, il y a du droit, il y a sans doute de la science politique, il y a sans doute de la science économique, il y a des finances publiques. Il faut que nous travaillions tous de concert, mais sans qu'une discipline l'emporte forcément sur l'autre. Il n'y a pas d'hégémonie. C'est terminé, cette époque-là, je l'espère en tout cas. Et ça, c'est une idée qu'on a vraiment envie de préserver. Alors, deuxième élément, c'est le droit comparé. Bien sûr, l'approche est comparative parce que aussi les deux disciplines déjà sont depuis longtemps tournées vers le droit comparé. Le droit constitutionnel, depuis toujours, comporte l'étude des régimes, il est né de la comparaison. D'ailleurs, si on prend le système constitutionnel français, bon, celui que je connais, hélas, le mieux, il est quand même inspiré du système anglais, du modèle anglais, au moment où les philosophes du XVIIIe siècle, évidemment, se posent la question d'un régime. Donc, dès l'origine, c'est le droit comparé qui a donné naissance au système. Les finances publiques, c'est pareil. Elles apparaissent à la fin véritablement, à la fin du XIXe siècle, et les premiers auteurs, forcément, sont des auteurs comparatistes. On prend l'italien Nitti, 1928, regorge d'exemples de droit comparé. En France, Gaston Gèze, c'est du droit comparé aussi. Donc les deux disciplines, finalement, ont toujours une forte tradition comparatiste. Et je crois que là aussi, donc c'est un élément fort, renforcé par notre construction européenne, puisque finalement, nous nous retrouvons à être plusieurs États, disons, avec un but commun et à étudier les législations de chacun de nous, en fait, pour voir quel est le résultat qui est donné. Bon, cette approche comparatiste, elle nous fait plaisir, elle est scientifiquement intéressante, mais il ne s'agit pas de faire du droit comparé pour se faire plaisir, si j'ose dire. C'est aussi dans une démarche constructive, ce qu'on j'appellerais peut-être le droit comparé appliqué, c'est-à-dire trouver des solutions qui pourraient être étendues éventuellement à un système ou à quelques États, ou en tenant compte peut-être d'un modèle idéal, on va dire, ou qui nous semble être le plus optimal, en quelque sorte, pour la règle d'or dans les constitutions. Voilà, c'est-à-dire tirer les enseignements du droit comparé pour le droit national. Je pense qu'on est aussi dans cette démarche-là, peut-être aussi, comme disait René David, le droit international, puisqu'on est quand même dans du droit communautaire proche du droit international, les enseignements du droit comparé permettant justement d'influencer le droit international. Bon,
mais nous sommes plutôt internistes, en général constitutionnalistes et financiers. Bon, donc c'est plutôt notre droit national hein, à partir des modèles étrangers. Troisième élément de la démarche, une démarche empirique. Bon, on va aller très vite là-dessus. La démarche empirique est une démarche qui, à notre avis, à tous les deux, est une démarche qui permet le mieux l'expression de la liberté et des idées. Donc, à partir de là, nous partons sans a priori, et c'est un peu l'esprit du colloque, finalement, en essayant de synthétiser plusieurs débats. Et le colloque, justement, d'aujourd'hui, porte sur ces deux premiers débats qui sont la notion d'équilibre même. Hein, nous interrogerons à cette notion d'équilibre, parce qu'elle nous a paru, évidemment, très obscure, en réalité, d'un côté comme de l'autre, côté constitutionnaliste comme côté financier, et on verra justement qu'elle n'est pas si simple que ça. Un deuxième débat, c'est évidemment la place de la règle d'or dans l'ordre constitutionnel, hein, si j'ose dire, parce que qu'est-ce qu'on va faire de ça? Il y a des enjeux de pouvoir hein, à l'intérieur de tout droit constitutionnel, et il y a aussi un enjeu de pouvoir financier, évidemment, qui ici se retrouve avec l'équilibre budgétaire. Et bien entendu, un troisième débat, renouvelé finalement, c'est l'impact de cet équilibre budgétaire sur le système lui-même et sur les rapports de système. Je crois que c'est la journée de samedi qui est consacrée un peu à cette question-là, puisqu'aujourd'hui, dans un cadre intégré, le droit, notamment européen, influe considérablement sur nos ordres constitutionnels. Voilà. Bon, pour prendre un exemple, j'ai il y a quelques mois fait soutenir une thèse en Afrique, concernant l'Afrique, et nous nous sommes aperçus, je ne savais pas du tout, que la CEMAC et l'UMOA avaient des directives qui concernent les lois de finances, hein, c'est-à-dire l'ensemble de leurs dispositions financières est régi par une norme de caractère international, si j'ose dire. C'est très précis, beaucoup plus précis que nous, finalement, en Europe, si vous voulez. Et alors, encore plus précis qu'aux États-Unis, par exemple, où là, il y a une grande liberté des États fédérés, par exemple. Bon. Donc, voilà, on peut aller jusque-là, hein, c'est-à-dire avoir des règles internationales ou communes aux États qui s'imposent ensuite dans les États membres qui concernent leurs lois de finances. Ça, ce sont des directives relatives aux lois de finances, un petit peu comme notre loi organique en France. Donc, une démarche empirique. Voilà, hein, les trois éléments de la méthode. Alors, l'objet du programme, là aussi, je pense qu'on l'a tous compris, on est tous là pour ça, c'est un premier objet qui est en fait l'impact du traité de stabilité, de coordination et de gouvernance, le Fiscal Compact, si vous voulez, dans l'ordre juridique constitutionnel. Ça, c'est l'aspect initial, c'est ce que nous ne devons pas perdre de vue, puisque c'est notre mission, en quelque sorte. Bon, mais il y a très vite sont apparus des objets dérivés. C'est-à-dire en fait qu'on ne peut pas aborder la question de l'impact d'un traité sans aborder d'autres questions plus globales, plus générales, hein, qui sont finalement les difficultés que le TSCG a révélées, hein, à travers que le Fiscal Compact, si vous voulez, a révélé à travers cette procédure. Hein, finalement, les premières difficultés, c'est, je pense que les questions de souveraineté financière, tout simplement. En tant que constitutionnalistes, nous sommes spécialistes de l'État, nous sommes spécialistes de la souveraineté, et forcément de la souveraineté financière. Or, le traité soulève la question de la souveraineté financière et la souveraineté tout court, et nous savons que, effectivement, cette question est extrêmement importante et qu'elle dépasse donc le simple cadre d'un rapport entre un traité particulier et une question financière d'équilibre budgétaire. Donc, on a ouvert une boîte de Pandore avec des tas de questions constitutionnelles qui relèvent de ce sujet. Pour ce qui concerne le droit comparé, je relisais encore hier soir un rapport parlementaire français qui reprend la situation du traité des 25 États signataires, puisqu'on sait que la Grande-Bretagne et la République tchèque n'ont pas signé, n'ont pas adhéré au traité, donc il n'y a que 25 États. Et la constatation du sénateur, c'est un rapport du Sénat, le constat était le suivant, chaque État a fait comme il voulait. Donc c'est l'anarchie la plus complète. Finalement, on trouve, en gros, je dirais 4 familles d'États, mais c'est ça que nous devons développer dans ce projet. Ceux qui ont mis la règle dans la Constitution même, ceux qui l'ont mise dans une règle mi-constitutionnelle, mi-législative, si ça existe dans l'ordre juridique. Nous avons la loi organique en France, par exemple. Elle est supérieure aux lois ordinaires, inférieure à la Constitution. On a un petit peu de règle d'or au niveau organique, mais pas tous les États connaissent ça. Il y a ceux qui ont mis, donc n'ayant pas de catégorie intermédiaire entre la Constitution et la loi, qui ont mis leurs règles d'or dans des lois cadres,
des lois qui sembleraient s'imposer aux lois de finances ou aux autres textes, mais bon, nous savons que ça pose un problème de hiérarchie des normes quand même. Et puis, il y a ceux qui n'ont rien fait du tout. Là, on parlait de Chypre, par exemple, pour l'instant, ils n'ont pas encore fait rien pour l'équilibre. Bon, mais ce sont des catégories génériques. Ensuite, les modèles sont très originaux. Donc, il y a de la liberté là où il semblerait y avoir de la contrainte, peut-être. Bon, voilà, ça, on ne va pas obérer sur les débats. Enjeux du programme, maintenant, pour terminer. Les enjeux du programme, j'en vois 3 en tout cas. Il y a des enjeux d'ordre juridique, des enjeux d'ordre théorique et des enjeux d'ordre économique et social. Alors, les enjeux juridiques, strictement positivistes, si j'ose dire, puisque la théorie, ça serait un autre enjeu. Sous l'angle purement positiviste, ce sont des questions qui ont été, je crois, parfaitement synthétisées par notre collègue et ami Francis Delperré, à qui je rends hommage ici, qui, à la table ronde d'Aix-en-Provence internationale, avait introduit la règle d'or de la manière suivante. Il y a 3 questions, et je crois que c'est parfaitement clair. Première question, la règle d'or est-elle une règle juridique? C'est aussi une question que nous allons nous poser ce matin. Est-ce que c'est une règle juridique, économique ou pas? Est-ce qu'elle doit être mise dans le droit? Si c'est le cas, parce que on n'est pas certain que ce soit une règle juridique. Si c'est une règle juridique, dans quelle est sa place dans l'ordre juridique? Est-ce que c'est dans la Constitution, dans une loi ordinaire, dans un traité international, pourquoi pas, dans une directive? Bon, nous avons une multiplication de règles maintenant. Donc, où la mettre, cette règle, du moment où on a dit que c'était une règle? Et troisième question, qui est fondamentale, quel est le contenu de cette règle? C'est-à-dire que matériellement, maintenant, une fois les problèmes formels réglés, qu'est-ce qu'on va y mettre dans cette règle? Est-ce que c'est une règle souple? Est-ce que c'est une règle contraignante? Bon, il y a après tout ça qui apparaît. Hein, voilà. Et je crois que ces 3 questions, systématisées magnifiquement encore par Francis Delperré, elles posent le débat clairement. Alors, les enjeux théoriques, ils sont là aussi de 2 ordres, me semble-t-il. D'abord, c'est la question peut-être des différentes écoles de théorie du droit. Hein. Alors à ce moment-là, l'école du droit naturel, pourquoi pas? Est-ce que la règle d'équilibre n'est pas une règle de droit naturel? On pourrait se poser la question. Elle me semble énoncée comme ça par une autorité supérieure. L'école du droit naturel, oui. L'école du droit positif, bien sûr, puisque nous, en tant que positivistes, ce que je suis personnellement, bon, c'est essayer de se poser la question de cette règle dans l'ordre juridique. L'école peut-être un peu moins connue, mais qui est intéressante, phénoménologique, finalement. Est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Bon, l'école phénoménologique, l'école pluraliste, après tout, hein, oui, il faut aussi aborder. Donc, sur le plan théorique, cette règle d'or questionne finalement tous les pans. Et la question fondamentale des fondements du droit, justement, puisque toutes ces écoles-là s'interrogent là-dessus. Donc, je trouve que c'est aussi un bon intérêt d'essayer de développer aussi, en théorie du droit, cette question. Le thème du débat nous amène aussi sur la sanction. La sanction et le droit, les différentes catégories de normes juridiques. Nous savons qu'il y a plus que l'interdiction, la permission, l'autorisation. Bon, il y a d'autres subtilités dans nos ordres juridiques d'aujourd'hui, systématisées notamment par Kelsen, par Bobbio, par Hart. Donc là aussi, nous avons encore du travail à faire sur le plan de la théorie du droit et des finances publiques. Voilà. Donc toutes ces approches, me semble-t-il, sont un enjeu du programme. Et enfin, bien sûr, les enjeux économiques et sociaux. J'ai déjà trop abusé de mon temps. Enjeux économiques, la règle d'or n'est pas anodine. Derrière se cache la place de l'État et la place du secteur privé. Je crois que ça, c'est une question fondamentale. La règle d'or, c'est pas innocent. Il y a la volonté de désengager l'État de certaines choses, l'État entendu au sens général du terme, la puissance publique peut-être, avec les collectivités locales, les établissements publics. Bon, donc déjà il y a cette volonté-là, je pense, qui n'est pas innocente. Et nous voyons, et ça on l'avait pas prévu au début du programme, là il était pratiquement au mois de février quand on s'est vu, maintenant que le désengagement de l'État est en train de créer une récession économique. Et là, tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que nous avons une stagflation en Europe, les politiques de rigueur créent des problèmes économiques, y compris dans les États dynamiques comme l'Allemagne. Voilà. Est-ce qu'on peut se passer finalement des finances publiques, de l'État, de la puissance publique dans les économies? Voilà une question économique fondamentale. Et ensuite, qu'est-ce qui doit être réservé au privé et qu'est-ce qui doit rester à l'État? Les enjeux sociaux, alors là, ils sont phénoménaux. On en a parlé avec le professeur Massimo Luciani à Lille lors d'un congrès qui s'est tenu sur la règle d'or.
les enjeux, ce sont les droits fondamentaux. Et là, en tant que constitutionnaliste, nous ne pouvons être que touchés parce que les premiers droits qui vont, évidemment, qui risquent d'être affectés par cette règle d'or, ce sont les droits économiques et sociaux qui supposent une action positive, selon Gélinec, de l'État, donc qui supposent une prestation financière. Alors, si on est dans des période de restrictions budgétaires, nous perdons nos droits économiques et sociaux et une partie de notre identité, si j'ose dire, européenne, dans notre modèle. Donc, voilà, c'est un enjeu considérable parce que, on le voit, la démocratie, du coup, risque de partir avec le bébé, en quelque sorte, avec l'eau du bain. Voilà. Et nous avons vu dans certains États, affectés par la rigueur budgétaire, des manifestations, un ordre social troublé. En France, on dit qu'on achète la paix sociale avec les droits sociaux. Bon, et c'est ça aussi qui est l'enjeu. Voilà. Pour conclure, je citerai juste par plaisir l'article 1er de la Constitution de 1793, bon, française, que tout le monde connaît, mais je trouve elle est trop belle cette formule. C'est le but de la société et le bonheur commun. Voilà, article 1er de la Constitution et de 93. Puis je citerai un autre auteur qui est un auteur français, Jules Renard, qui avait écrit « Le bonheur, c'est de le chercher ». Alors, donc à partir de là, on peut dire que on ne peut que savourer ici le bonheur que nous avons de nous retrouver ensemble à chercher le bonheur commun. Je vous remercie. Merci beaucoup. Après cette session introductive, on aura une pause café, bien méritée, je suppose. Dehors, il y a du café, du thé, des biscuits. On reprendra par contre, je suis désolée, j'avais annoncé une pause d'une demi-heure, mais je crois qu'elle devra être raccourcie à un quart d'heure. Je vous remercie de votre compréhension.